Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire d'automne de Notre Temps Santé et Bien-être. Je suis Sylvia Pinoza, rédactrice en chef de Notre Temps Santé et Bien-être, et j'accueille, comme pour chaque trimestre, le docteur Flo, qui est notre chroniqueur et médecin généraliste. Bonjour docteur Flo. Bonjour Sylvia, ben, merci de m'accueillir encore, hein. C'est super agréable à chaque fois d'être là. Ben, nous, on est ravis de vous accueillir. Alors, comme chaque fois, cette fois, le webinaire se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, on va rapidement évoquer un petit peu les précautions à prendre pour cet automne, pour être en forme. Ensuite, on aura un dossier sur le dos, le mal de dos, le mal du siècle, qui nous concerne tous ou presque à un moment ou un autre de notre vie. Donc ça sera notre gros dossier du webinaire, de cette heure ensemble. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que vous pouvez nous poser des questions en direct. On a deux façons de poser des questions dans les commentaires et puis, dans les commentaires qui s'affichent sur le côté et dans le chat. Voilà. Donc, on prendra les questions en direct quand elles arrivent. Nous, on est toujours ravis de vous répondre et le docteur Flo le fait avec plaisir aussi, hein, parce que l'idée aussi de cette heure ensemble, c'est d'être au plus près de vos préoccupations du moment et de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, nous ouvrons cette consultation entre guillemets numérique pour vous. Voilà. Donc, maintenant qu'on a à peu près calé les modalités techniques, on va peut-être commencer avec les questions autour de cet automne. Voilà, comment rester en forme cet automne. Et disons que la première chose qui est très importante, qui est à noter sur son agenda, c'est le début de la vaccination contre la grippe et contre la Covid aussi, qui est prévu pour le 15 octobre, donc chez son pharmacien, chez son médecin ou l'infirmière. Donc, docteur Flo, qu'est-ce que vous pouvez nous redire l'importance de se faire vacciner contre la grippe et peut-être dans certains cas la Covid-19? La Covid aussi, bien sûr. Ben, on en reparle comme chaque année, et c'est bien qu'on ait ces campagnes-là de prévention et d'information là-dessus. On a des stratégies avec ces virus qui sont des virus hivernaux, et on le sait, qui sont des virus qui ont l'habitude de muter. Donc, on a parlé de variants avec le Covid depuis qu'il est sorti. C'est des choses qu'on maîtrise, hein, c'est ce qu'on appelle des mutations. Donc, ça veut dire que le virus, il a la capacité de bouger un petit peu et de s'adapter chaque année et d'être légèrement différent, quelques protéines par-ci, quelques protéines par-là, qui vont faire qu'il est différent de versions antérieures. Et donc, c'est ce qui lui permet de survivre. Parce que quand il infecte un organisme, ben, on apprend à se défendre. Et lui, pour échapper à nos défenses, ben, il mute un petit peu. Et c'est une éternelle guerre. C'est pour ça que ça revient tous les ans et qu'on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des grandes sociétés de prévention et de santé publique qui analysent en fait les formes de mutation du virus qui se fait à travers la planète et qui nous permet de développer chaque année un virus qui est toujours différent du virus de l'année, un vaccin pardon, qui est toujours différent du vaccin de l'année précédente, parce que c'est un vaccin qui est adapté à ce qu'on pense que vont être les mutations de cette année. Donc c'est important et c'est pour ça que chaque année, en fait, on a besoin de le refaire ce vaccin parce que chaque année, il est toujours un peu différent. Les modalités, c'est toujours les mêmes. On vaccine les personnes qui sont les personnes les plus fragiles pour pour essayer de les protéger contre les éventuelles gravités de ces pathologies du fait de leur fragilité. Donc, on ne zappe pas ce rendez-vous. Non, on ne zappe pas, on essaye d'y penser, ou au moins on en parle à ses médecins ou à son Donc, pharmacien. Voilà, normalement, la population générale des personnes qui sont dites en situation de fragilité ou qui sont obligatoirement vaccinées reçoivent un petit papier à la maison. Donc, c'est les personnes de plus de 65 ans, c'est notamment aussi les professionnels de santé qui reçoivent un bon de commande pour leur vaccin mhm. qui est pris en charge par l'assurance maladie. Moi, j'ai reçu le mien, il est à mon cabinet, je vais le faire dans pas longtemps. Voilà, il est pris en charge. Ça ne veut pas dire que si on ne reçoit pas ce bon, on n'a pas le droit de se faire vacciner. Au contraire, on peut en parler à son médecin traitant, on peut voir si c'est indiqué dans notre situation particulière et on peut le faire. Parfois, il y a certaines situations où on va vous demander de payer votre vaccin. Bon, c'est pas très très cher, mais voilà, ça peut être rentable, notamment si on a des personnes fragiles dans notre entourage. Si moi je suis pas fragile, mais je suis au contact d'une personne qui est fragile dans mon entourage, j'ai peut-être envie de me faire vacciner par rapport à elle pour la protéger, cette personne-là. On peut se redire que si l'année dernière, on s'est fait vacciner et qu'on a quand même eu la grippe, Oui,
c'est pas pour ça qu'il faut se décourager et ne pas C'est se ça, faire vacciner. Ça arrive tous les ans de se bien faire sûr. vacciner, ça peut arriver à tout à chacun. Alors, c'est ce qu'on s'est dit avec le Covid aussi, c'est-à-dire que la vaccination, elle a deux buts. Le but, c'est d'essayer d'éviter de l'attraper, certes. Après, comme il y a ces mutations et que le vaccin, c'est aussi un pari, ben, parfois, ça échappe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on se vaccine, on réactive notre immunité naturelle, que c'est le principe du vaccin, c'est d'entraîner le système immunitaire à se défendre. Et si on attrape une grippe malgré le vaccin, on va forcément mieux la gérer et mieux la guérir naturellement parce qu'on s'est fait vacciner que si on ne s'est pas fait vacciner. Donc, on peut attraper la grippe en étant vacciné et probablement qu'on évite de faire une forme grave et que si on n'avait pas été vacciné, on aurait pu faire une forme grave. Donc, c'est quand même rentable de le faire parce que ça permet d'éviter les formes graves et c'est ça qui compte. En gros, faire une grippe et être KO dans le lit pendant une semaine, en général, on s'en rappelle, mais c'est pas mortel. Il faut se dire les choses. Mais il y a des Ça, personnes ça qui va. sont fragiles, voilà, il y a des personnes qui sont fragiles, chez qui la grippe peut être mortelle, chez qui le Covid peut encore être mortel. Et c'est pour ces personnes-là qu'il vaut mieux elles-mêmes les vacciner pour essayer d'être plus fortes face à ces virus. Et nous aussi se vacciner pour essayer d'éviter de les contaminer. On va être contagieux beaucoup moins longtemps si on est vacciné. Si j'attrape la grippe en ayant eu le vaccin, je vais être contagieux quelques jours. Si je l'attrape en n'ayant pas eu, je vais être contagieux un peu plus longtemps. Bon, d'accord. C'était bien de se le rappeler parce que c'est une question qu'on se pose finalement tous les ans, même si voilà, on peut se vacciner ou pas et pourquoi, et on a un petit peu les bonnes raisons de le faire. Bien sûr. La question que se pose aussi à ce moment, quand les premiers frimas arrivent et quand on rentre dans cette période d'automne, c'est faut-il se supplémenter en vitamine C, en vitamine D? Donc, docteur Flo, je sais que vous êtes un pro de l'alimentation santé. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour ces deux supplémentations qui sont assez fréquentes à cette période de l'année? Oui, c'est des sujets que j'adore, c'est ces questions de supplémentation vitaminique, vous le savez, et donc c'est pour ça que vous m'avez lancé Ne vous comme en ça. lassez pas. Alors déjà, il faut savoir, j'aime bien rappeler ce que c'est une vitamine, comme ça on repart de la base, parce que qu'est-ce que ça veut dire une vitamine? Une vitamine, par définition, c'est une substance qui est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et que l'organisme n'est pas capable de sécréter lui-même. Donc par définition, toutes les vitamines, c'est des choses que notre corps ne sait pas fabriquer. Donc, par exemple, notre corps, il sait fabriquer de l'insuline, il sait fabriquer du glucose, il sait fabriquer des choses comme ça ne sont pas des vitamines. Mais par contre, la vitamine C, la vitamine B, tout ça, c'est des vitamines parce que le corps ne sait pas les fabriquer. Donc, s'il ne sait pas les fabriquer, la seule façon de se les apporter pour que ça soit efficace pour nous, c'est par l'alimentation. Donc, ça, déjà, une fois que c'est dit, c'est bien. Pourquoi j'ai introduit comme ça? Parce que la vitamine D, elle est improprement nommée parce que ce n'est pas une vitamine, puisque la vitamine D, on est capable de la fabriquer nous-mêmes, puisqu'on la fabrique avec le soleil. Donc, on va la mettre un peu à part et on y reviendra. Mais en tout cas, voilà, d'abord à savoir pour les vitamines. Donc, par définition, quand on comprend ce qu'est une vitamine, on comprend que si on a une alimentation qui est équilibrée et qui est riche donc en vitamines, donc une alimentation de tous les jours, ben, on s'apporte nos vitamines dont on a besoin et on n'a pas besoin du coup de se faire de supplémentation. Et par la supplémentation, j'entends ben, les pilules ou les gélules de vitamines qu'on peut acheter en pharmacie. C'est vrai qu'on peut avoir facilement tendance à se dire, c'est l'hiver, il fait un peu froid, je me sens un peu fatigué, tiens, je vais me prendre un petit peu de vitamine, ça va me donner un coup de boost. Ça, c'est une fausse idée qui nous est véhiculée par la publicité, par le marketing, parce que ça nous permet de vendre des vitamines. Enfin voilà. Donc, c'est sûr que si on a une carence en vitamines, parce que ça fait défaut dans notre alimentation, le fait de prendre une pilule, une gélule qui est enrichie en vitamines, c'est un complément alimentaire, ça va nous faire du bien pour notre carence. Mais si on a une alimentation équilibrée qui est riche en vitamines, pas la peine de prendre des gélules et de prendre des pilules, puisqu'a priori, on n'est pas censé avoir de carence. Je parle hors cas pathologique, bien entendu. Il y a des maladies où il y a des carences, etc. Donc là, on n'en parle pas. Je parle du cas général. Donc voilà. Donc, ce que vous devez retenir globalement, c'est que si vous voulez prendre des vitamines, ce n'est pas dangereux. Ça sera jamais dangereux d'en prendre, même si vous n'en avez pas besoin. Donc, au pire des cas, si vous voulez prendre des vitamines, prenez-les. Si ça vous fait du bien, tant mieux. Et a D'accord. priori, si vous n'en prenez pas parce que vous y pensez pas, parce que vous êtes surchargé, parce que vous n'êtes pas passé à la pharmacie, parce que pas d'inquiétude, tout va bien, on est OK. On peut aussi manger des oranges, des kiwis, des légumes, des fruits, et on arrive à trouver nos sources de vitamines là-dedans. Ok. Donc, vitamine C, vitamine D, c'est un peu spécifique, hein. Alors la vitamine C, elle fait complètement partie de ce cadre-là. La vitamine C, on Ouais, la trouve dans de nombreux fruits, dans de nombreux ouais. légumes, et on n'en a pas besoin si on n'a pas. La carence en vitamine C, c'est une maladie qui s'appelle le scorbut. C'est une maladie qui n'existe plus, hein. On avait du scorbut avant, on n'en a plus.
Et c'était une maladie relativement grave. On avait les dents qui tombent. Enfin voilà, c'est relativement rare. J'en ai jamais vu moi dans ma carrière du scorbut. Il y en a vraiment rarement. La vitamine D, et je vois qu'on a une question de Martine, du coup, qui nous demande dans quel aliment peut-on trouver de la vitamine D. C'est hyper intéressant. Comme je disais tout à l'heure, la vitamine D, c'est pas vraiment une vitamine parce qu'en fait, on est capable de la fabriquer. Donc, par définition, ça rentre pas dans la définition que je vous ai dit tout à l'heure. La vitamine D, on la fabrique sous l'action du soleil et c'est la peau, en fait, qui, en étant exposée au soleil, fabrique de la vitamine D. La problématique avec la vitamine D, c'est que on n'en fabrique pas beaucoup et de moins en moins dans nos populations parce qu'on se protège de plus en plus du soleil en fait. Même moi qui vis dans le sud de la France, bon ben voilà, quand on s'expose pas beaucoup parce qu'on fait attention aux risques pour la peau, aux risques de cancer de la peau, etc., etc. Ben en fait, on peut être en carence de vitamine D. Et la question était dans quel aliment peut-on trouver de la vitamine D? Il y en a très peu en pratique. Il y a très peu d'aliments en pratique qui soient suffisamment riches en vitamine D pour qu'on puisse vous le conseiller de les manger pour combler des carences. Donc, c'est la seule vitamine, je mets des guillemets, du coup, vous avez compris pourquoi, que je vais préconiser en supplémentation, parce que, en fait, cette carence-là, malheureusement, l'alimentation est un petit peu faiblarde pour la compenser. Et donc, à ce moment-là, quand on a des carences dans cette vitamine-là, effectivement, prendre des gouttes de vitamine D un peu tous les jours, ben, ça peut faire du bien. D'accord. Et ça, quel que soit l'âge, les enfants, on sait qu'ils sont souvent supplémentés. Euh, Oui, dans les recommandations, on préconise de supplémenter les enfants en bas âge, jusqu'à 2 ans, et les personnes âgées, alors les personnes âgées, pas très âgées, mais les personnes à partir de 65 ans. Il y a plus d'accord. âgés, hein. Mais voilà, donc les enfants et les personnes de 65 ans. En pratique, moi je l'observe beaucoup dans ma patientèle, il y a plein de gens qui sont pas dans ces tranches-là et qui sont carencés en vitamine D Ouais. quand même. Donc, bon, ça vaut le coup d'en parler à son médecin. Un flacon de vitamine D, ça coûte pas très cher. Faire une cure hivernale, c'est assez rentable parce que la carence en vitamine D, ça peut avoir des conséquences embêtantes sur la santé. Et sur le long terme aussi, certaines études avaient montré que les personnes carencées avaient une plus grande fragilité osseuse, par exemple, Oui, ou, fragilité osseuse, fragilité immunitaire, donc on est plus sujet à faire des infections l'hiver. mm, Ça développe des diabètes, ça développe des cancers, ça développe de la fatigue. Je veux pas vous déprimer, hein, je veux pas vous faire peur, mais bon, c'est quand même rentable de se supplémenter. voilà. Donc, la vitamine D, vitamine C, on a vu un petit peu quelle approche on pouvait avoir à l'approche de l'automne là, et des premiers froids. Autre chose aussi importante à se dire, c'est en septembre-octobre, c'est aussi le moment où on reprend une activité physique, où on s'inscrit à un sport ou on fait partie d'un club sportif. Faut-il avoir ou faire faire un certificat médical? Ça a beaucoup changé ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez Oui, faire un petit peu le point là-dessus? oui, c'est l'éternelle question. C'est l'éternelle question parce que bon, ben, je pense qu'on est beaucoup de médecins à pas être forcément hyper engageants avec les certificats médicaux parce que c'est vrai qu'on trouve que ça fait perdre beaucoup de temps à tout le monde en fait, parce que ça fait perdre du temps aux gens qui veulent faire du sport. Ça nous fait perdre du temps à nous, même si c'est notre travail, donc on le fait, hein, de toute façon, on le fait jamais Enfin, moi, je le fais jamais avec de la mauvaise volonté, mais je me dis, quand je passe 15 minutes avec quelqu'un qui vient que pour un certificat médical et qui est en pleine forme et que je suis par ailleurs, je me dis, bon, ben, il a perdu du temps, cette pauvre personne. Globalement, le certificat médical, c'est les règles en soi, elles sont assez mal définies. Parce que combien de temps c'est valable un certificat médical? Pour quelle activité physique il en faut un? Pour quelle activité physique il en faut pas? Ben, on se rend compte que c'est très variable ben, en fait, d'une fédération sportive à l'autre. Euh, Moi, je pense qu'un truc qui serait très logique et qui est fait dans certains autres pays européens, ça serait de signer des décharges de responsabilité aux gens qui assurent prendre leurs responsabilités de leur santé, qui assurent être suivis par leur médecin, et puis qui disent, ben voilà, s'il m'arrive un problème médical, ben, c'est ma responsabilité parce que c'est à moi d'aller voir mon médecin. Mm, Le certificat médical, c'est un peu une carotte. C'est si vous voulez faire du sport, allez voir votre médecin. Et donc, au passage, votre médecin, il en profitera pour vous faire des bilans et des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas très favorable à ça parce que j'aime pas trop l'idée d'imposer des contraintes aux gens pour avoir une récompense. Enfin, ça me gêne un peu. Je trouve que ça infantilise un peu les gens. Et puis surtout, in fine, la valeur du certificat, elle n'est que de valeur de responsabilité. C'est-à-dire mm, que c'est pour des questions principalement d'assurance, en fait, qu'on nous demande des certificats médicaux, au cas où il se passe quelque chose, que voilà, le club ou la fédération puisse se dire, mais on avait l'aval du médecin. Mais bon, la valeur du certificat, elle n'est pas, voilà, elle est pas majeure pour moi, quoi.
On peut peut-être conseiller à ceux qui reprennent le sport après plusieurs années de sédentarité ou après une maladie de quand même de venir voir le médecin pour faire un peu le point et peut-être faire Bien sûr. des, euh, Bien des entendu. bilans. Mm. Et on peut rappeler qu'on peut faire du sport sans forcément s'inscrire dans un club et sans forcément être licencié dans une fédération. Donc oui, oui, bien entendu, quand on est dans une démarche de reprise d'activité physique, c'est qu'on est dans une démarche de reprise en main de sa santé, de son corps, etc. Et la consultation préventive chez le médecin, elle a un intérêt majeur. Pour vérifier que notre système cardiaque et cardiovasculaire est en forme pour reprendre l'activité qu'on veut reprendre, pour faire un point sur l'alimentation, pour faire un point sur le sommeil, pour faire un point sur tout le reste et tout l'environnement. Bien entendu que c'est possible et que c'est ultra, j'allais dire indispensable, pas toujours, mais en tout cas nécessaire si on en ressent le besoin. Et je vous encourage effectivement à faire ces bilans-là, à faire ces Donc, points-là. faut dire que l'activité physique, c'est 30 minutes par jour Oui, et que c'est pas que du sport, et que l'activité ce n'est physique, pas hein. que du sport. C'est Ouais. pas simplement s'inscrire dans un club et aller faire 1 heure et demie de séance de sport à la salle. Ça peut passer par simplement aller acheter son pain à pied plutôt que d'y aller avec la voiture, prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. C'est des trucs bateaux qu'on dit et qu'on redit, mais ça illustre vraiment que bon, ben, peut-être que là, ça participe à mon activité aussi. Il y a des gens qui sont très sportifs et qui ont pas de licence et qui n'ont jamais de certificat médical pour ça. Voilà, chaque pas fait en plus, c'est bon pour nous. Bien sûr. C'est bon pour notre santé. Ben, on va peut-être clore cette première partie. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas pour cette première, ces premières, ces premières salles de questions autour de la prévention automnale. Donc, si les questions viennent après, ben, on les prendra, il n'y a pas de souci. Donc là, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait un petit peu parler du mal du siècle. Alors, on l'appelait comme ça au siècle dernier, mais on voit que ce siècle-là, ben, pour ça, il n'est pas du tout nouveau, hein, ça fait 20 ans, 25 ans maintenant, qu'on continue on peut encore parler du mal de dos comme le mal du siècle, en tout cas comme un mal très fréquent. Alors peut-être avant de commencer, on peut prendre tout de suite, avant de parler du dos, on peut tout de suite répondre à Martine sur le magnésium. Oui. Que pensez-vous du magnésium? Ben, je pense que c'est un oligo-élément. Non, ça fait partie exactement de la même classe. Alors, c'est pas une vitamine, le magnésium pour le coup, mais c'est pareil, c'est-à-dire que je comprends dans cette question que pensez-vous du magnésium, je la traduis, et corrigez-moi si je me trompe par que pensez-vous de l'idée de prendre du magnésium en supplémentation? Et donc, je vais avoir la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous êtes en carence de magnésium, forcément, vous allez avoir des fragilités, notamment au niveau neurologique et au niveau de l'énergie et ce genre de choses-là que vous pourrez ressentir et que prendre du magnésium en comblant une carence, ça va avoir un intérêt parce que ça va vous remettre à l'équilibre dans votre taux de magnésium. Si vous n'avez pas de carence en magnésium, ben en fait, prendre du magnésium, ça ne va pas vous amener pour le sommeil, typiquement, voilà. Si j'ai une magnésémie, donc un taux de magnésium dans le sang et dans l'organisme qui est suffisant, c'est pas en prenant plus de magnésium que je vais mieux dormir. Le corps, il adore fonctionner à l'équilibre, en fait. Donc, quand il est déséquilibré, il y a des fonctions physiologiques qui peuvent être perturbées et à ce moment-là, d'apporter une supplémentation, ça permet de rééquilibrer. Mais si votre corps il est déjà à l'équilibre en termes de quantité de magnésium, de vitamine C, etc., ben en fait, vous pouvez en reprendre plus. Le corps va l'éliminer. Ah ben, on a Ok. une question là qui a été posée par Micheline, du coup, qui va enchaîner avec la question suivante. Depuis mon vaccin Covid, euh, OVT23, je sais pas ce que. J'ai sciatique rhumatoïde dont je ne peux me débarrasser. Est-ce dû au vaccin? C'est une très très bonne question. Moi, j'ai pas vu. Alors, je peux pas parler dans votre cas particulier parce que bah, du coup, on se connaît pas. Et même si on a parlé de consultation tout à l'heure, c'était un peu une image et on peut pas trop faire de consultation personnalisée sur ce genre d'échange dans ce genre de live là. Moi, de mon expérience personnelle, j'ai jamais vu de lien entre le symptôme que vous décrivez et le vaccin Covid, en tout cas dans les patients, dans les gens que j'ai vaccinés. Après, chacun suit nos patients. Donc, je vous encourage à en parler à votre médecin traitant. Les symptômes, en l'occurrence de sciatalgie et de cruralgie, ils peuvent être dus à plein d'autres choses. On faisait des sciatalgies et des cruralgies bien avant de se faire vacciner contre le Covid. Donc, je ne vais pas trancher et je suis désolé si c'est un peu frustrant, mais en tout cas, je vais vous encourager à en parler à votre médecin parce que c'est important de savoir s'il peut y avoir un lien entre les deux ou si en fait la question n'est pas ailleurs et si les questions à se poser ne sont pas ailleurs au niveau de ces douleurs que vous avez.
Et Enfin, Martine rebondit sur le. Pardon, du coup, je lis les questions en même temps. Il y a Martine qui rebondit sur les questions de magnésium, etc., pour savoir comment savoir si le corps est à l'équilibre. Les seules méthodes qu'on a, c'est de faire des dosages, en fait, de faire des prises de sang. Pour savoir si une personne est carencée en vitamine D, alors je fais une prise de sang et puis je dose la vitamine D. On ne le fait pas systématiquement pour des questions de budget et d'économie. Les recommandations officielles, typiquement pour la vitamine D, par exemple, c'est de ne vacciner que les gens qui sont supposés à risque d'être en carence. C'est de ne supplémenter, pardon, que les gens supposés à risque d'être en carence et de ne pas faire de dosage, parce que le dosage de la vitamine D coûte très cher et supplémenter une personne coûte beaucoup moins cher. Donc c'est plus rentable économiquement de prendre des gouttes plutôt que de faire des prises de sang. Après, à l'échelle individuelle, je trouve que c'est discutable parce que prendre des gouttes pour une supposée carence dont on n'est pas sûr d'avoir, je trouve que c'est toujours compliqué. Moi, j'ai toujours du mal à dire à mes patients, prenez un médicament et je ne sais pas s'il va vous servir à quelque chose. Donc voilà. ok, donc on reprend, on rembobine, on ouvre à nouveau notre partie sur le dos. Mais J'arrête de peut-être dévier. peut-être on va rebondir sur ce que disait Micheline, hein. On avait l'intention de parler de sciatique, de cruralgie. Mm. Donc, dans le mal de dos, sciatique et cruralgie sont un petit peu particulières. Enfin, ce n'est pas une lombalgie, c'est très, très différent. Une Oui, cruralgie, une lombalgie, ça, cruralgie, une sciatique, ça a à voir avec notre nerf oui. sciatique. Et les douleurs sont très différentes, enfin, sont pas forcément situées au dos, on peut avoir mal à la fesse, à la jambe. Mm. Donc, voilà, Alors, les, parlons les de. dou- les douleurs sont différentes, mais le mal est le même, le trouble est le même. En fait, il faut comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire lombalgie, sciatalgie, cruralgie? Parce que sciatique, c'est un mot du langage courant, et c'est vrai qu'on parle de sciatalgie plus volontiers, parce que sciatique, c'est le nom d'un nerf, en fait. Donc, bon, ça veut pas dire grand-chose, ce serait comme dire bras. Voilà, c'est le nom d'un nerf sciatique. Mais du coup, on parle de sciatalgie. Donc, en gros, il faut comprendre que algie, ça veut dire douleur. Donc, quand on dit quelque chose qui finit par algie, c'est la douleur de cet endroit. Donc, quand on a lombalgie, ça veut dire douleur lombaire. Donc, lombaire, c'est le bas du dos. C'est pas les reins, hein, d'ailleurs, parce qu'on entend beaucoup j'ai mal aux reins, mais les reins, c'est plus haut, hein, juste pour la petite aparté. Quand on dit sciatalgie, c'est douleur du nerf sciatique, et quand on dit cruralgie, c'est douleur du nerf crural. Alors, pourquoi est-ce que ces trois peuvent être liés? Parce qu'en fait, au niveau lombaire, vous avez la colonne vertébrale donc, qui se divise en ces trois segments, la cervicale, thoracique et lombaire. Et au niveau lombaire, en fait, il y a les vertèbres lombaires. Et entre les vertèbres lombaires, vous avez ce qu'on appelle l'émergence des racines, c'est-à-dire qu'il y a les nerfs en fait qui sortent de la colonne vertébrale par leur conduit naturel au niveau des vertèbres. Et donc, à une certaine hauteur, il y a le nerf crural qui sort et qui va aller innerver des parties particulières des jambes. Un peu plus bas, il y a le nerf sciatique qui sort et qui va aller innerver une partie particulière des jambes. Le nerf crural, c'est plutôt la face antérieure. Le nerf sciatique, c'est plutôt la face postérieure. Après, il y a des schémas sur Internet si vous voulez vraiment être précis sur quelles sont les zones qui sont innervées par tel ou tel nerf. Ce qui se passe dans ces pathologies-là, c'est que on va avoir mal au dos pour une douleur, pour une raison X ou Y. Il peut y avoir plusieurs causes de pathologie au niveau du dos et de douleurs au niveau du dos. Il peut y avoir des douleurs d'origine musculaire, il peut y avoir des douleurs d'origine osseuse, il peut y avoir des douleurs d'origine dues à des hernies discales. Globalement, il y a une inflammation qui va se générer localement et on peut avoir soit mal au niveau du dos, et à ce moment-là, on va parler de lombalgie, soit on peut avoir mal au niveau du dos et une inflammation qui appuie sur le nerf crural. Et si on appuie sur le nerf crural sur son trajet, on va lui faire mal en fait à l'endroit où il se distribue. C'est-à-dire que le nerf crural, il va véhiculer la sensibilité, par exemple, de la face antérieure de la cuisse. Et donc, si j'appuie sur le nerf crural à sa racine, ça va me déclencher des douleurs à la face antérieure de la cuisse. Parce qu'en fait, le cerveau, il va analyser la douleur comme venant du nerf crural. Et donc, il va croire que cette douleur, elle vient de l'endroit où le nerf se distribue, c'est-à-dire sur la face antérieure de la cuisse. Pareil pour le sciatique. On entend souvent douleur de la fesse quand on a des sciatalgies. Parce qu'en fait, le nerf sciatique, il se distribue notamment dans la fesse. Donc, si j'appuie à la base du nerf sciatique, je vais envoyer des messages de douleur au cerveau. Et le cerveau, il va interpréter qu'il y a un message de douleur qui vient du sciatique. Donc, ça ne peut venir que de la fesse, puisque le sciatique, il dessert la fesse. Il ne peut pas comprendre que le message, il vient du dos. D'accord. C'est ça la différence, en fait. Et au final, on peut avoir une lombalgie seule, on peut avoir une sciatalgie seule, on peut avoir une cruralgie seule, et on peut avoir les trois ensemble. Alors, la plus fréquente, c'est la lombalgie, j'imagine. Oui, parce que c'est la première en général. C'est-à-dire que toutes les lombalgies vont pas forcément donner des sciatalgies et des cruralgies. Donc, oui, je pense que
L'assurance maladie, enfin, donner un chiffre, c'est 4 personnes sur 5 qui souffrent de lombalgie au cours de leur vie. Ah, je pense qu'on a été, il y a une petite interruption. Le docteur Flo est un peu figé. Donc, j'espère qu'il va nous retrouver rapidement parce on l'a perdu. Oui. Ah, Ah, on vous avait perdu, mais oui, voilà, on vous retrouve. de retour. Oui. Euh, alors, j'ai vu qu'il y avait hop, des questions, justement. Et dans l'aine, y a-t-il un nerf qui passe? Alors, il y a des nerfs qui passent partout. Il y a des nerfs qui passent partout. Et c'est pour ça qu'on sent. Quand il n'y a plus de nerfs, on n'a plus de sensibilité. Souvent, c'est le nerf crural en fait qui se dessert dans l'aine. Parce qu'en fait, le nerf, c'est le gros. Il y a une grosse branche et ensuite, cette grosse branche, elle se divise, un peu comme un arbre à l'envers. Donc, en fait, il y a plein de nerfs qui passent au niveau de l'aine et quand ils se rejoignent, en général, ils se rejoignent au niveau du nerf crural. Alors, lombalgie, comment on soigne une lombalgie? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est intéressant quand on a une lombalgie, mais comme dans tout ce qu'on peut avoir, de se poser la question de la cause. En fait, d'où est-ce qu'elle vient cette lombalgie? Mm. L'immense majorité des lombalgies vont être dues à des fragilités musculaires ou à des chocs musculaires ou à des contractures musculaires. Donc, dans ces cadres-là, il faut soigner le muscle. Après, on a des lombalgies qui peuvent être dues à des hernies discales. Donc, à ce moment-là, il faut soigner les hernies discales. Voilà, tout dépend de la cause, en fait. C'est bien de faire des bilans quand on a des douleurs de dos pour savoir d'où vient cette douleur. Alors là, le médecin va découvrir la cause comment? En interrogeant évidemment son patient, mais faisant des Oui, radios également. Non. oui, on peut faire de l'interrogatoire, on peut faire des imageries, tout dépend après de la situation et du cas. Vous en parliez en initiation et en préambule de ça, on a parlé du mal du siècle parce qu'on a de plus en plus de gens qui souffrent de lombalgie. Euh, le principal, la principale, la majoritaire, l'ultra majoritaire cause de toutes les lombalgies, il faut l'entendre, il faut le savoir, c'est la sédentarité. C'est la sédentarité, c'est un peu un fléau quand même qui touche de plus en plus nos civilisations et nos populations. On bouge de moins en moins, on se Oui. dépense de moins en moins, on a de moins en moins le temps de le faire, ou on a de moins en moins l'envie de le faire, on a plein de raisons de moins bouger. Mais le dos, il faut comprendre que ça reste une articulation, ça reste un muscle, ça reste un os, ça reste une structure qui a besoin de bouger. Le dos, c'est comme une charnière de porte. Si vous arrêtez de la faire bouger pendant 10 ans, 15 ans, la charnière de porte, elle va finir par rouiller. Et quand vous allez vouloir ouvrir la porte, ça va grincer, ça va être dur. Parce que, en fait, ça s'est abîmé. Alors que si vous l'utilisez en permanence et que vous l'agressez en permanence et que vous la renforcez musculairement, ben, votre dos, il va être en forme, entre guillemets. Donc la principale cause effectivement de ces pathologies-là, c'est la sédentarité, c'est l'excès de poids, c'est le défaut d'activité physique et de mouvement. Le premier des traitements de la lombalgie, ça va très régulièrement être la kinésithérapie, qui est la thérapie par le mouvement. D'accord. Donc ça, c'est une sollicitation, remuscler cette partie du corps pour aussi retrouver une tonicité qui Oui, va nous permettre d'éviter des récidives. tout à fait. Il faut comprendre que les muscles au niveau du dos, ce sont des muscles posturaux. Donc, c'est des muscles qui ne sont pas très puissants, qui ne sont pas très gros. Vous n'allez pas faire des gros biceps au niveau du bas du dos, même si vous faites plein de musculation du dos, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de volume. Ils ont besoin d'être solides et de porter du poids. Ils sont sollicités en permanence, tout le temps. Pour qu'on puisse être bipède, pour qu'on puisse être marcher sur nos pieds, en fait, ces muscles, ils ont besoin de supporter le poids de notre corps. C'est les fondations, en fait, du haut du corps, hein, le bas du dos. Donc, si on ne bouge pas suffisamment, qu'on est trop souvent sur une chaise, qu'on est trop souvent sur un canapé, qu'on est trop souvent dans une voiture, dans tous ces endroits où ces muscles-là ne sont pas mis en action, ben, ces muscles ils finissent par se fragiliser. Et s'ils se fragilisent, dès que vous allez les remettre en mouvement, ben, ils vont être trop fragiles et donc vous allez avoir mal. Et là, vous rentrez dans une spirale infernale qui est la spirale de je bouge pas, donc je me fragilise, donc Ouais. j'ai mal, donc, comme j'ai mal, je bouge plus parce que ça me fait trop mal de bouger. Donc, je me fragilise encore plus et donc j'ai encore plus mal. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et ce Mm. cercle-là, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut prendre plein de médicaments, on peut faire plein d'interventions chirurgicales. Si on ne se remet pas en mouvement, ce cercle, on n'arrivera pas à en sortir. Parce que la cause, là, c'est vraiment la carence et c'est vraiment voilà, le défaut d'activité. Donc je disais malheureusement ou heureusement parce que bouger en fait c'est le truc le plus naturel du monde. Donc on a la solution en nous. Mm. La recommandation de base, la première, c'est de se remettre en mouvement, de se muscler, et c'est absolument pas, c'est non médicamenteux en fait. La première
des recommandations qu'on peut faire dans un cas de lombalgie naissante, en fait. Alors, ça, c'est la meilleure prévention. C'est-à-dire, on va dire à tout le Mm. monde, bougez, et comme ça, vous éviterez d'avoir mal au dos. La première recommandation, quand vous avez mal au dos, c'est d'aller consulter pour vérifier s'il n'y a pas autre chose. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des peaux rouges, nous, en médecine, où il y a des situations où il faut intervenir rapidement. Il y a des situations d'urgence qui peuvent arriver avec le dos. Enfin, voilà. Donc, bouger, de toute façon, c'est nécessaire tout le temps, en tout temps, quelle que soit sa situation. Il faut qu'on bouge à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Donc, de toute façon, c'est toujours une réponse. Parfois, ça ne suffit pas, mais dans l'immense majorité des cas, en fait, simplement se remettant en mouvement, effectivement, on peut soulager ces petites douleurs du dos qui nous embêtent un peu, qui sont là, mais qui sont un peu toujours là à bas bruit. Mais en fait, on se rend compte que si on remuscle un tout petit peu notre dos, ces douleurs, elles disparaissent. Ouais. Il y a une question de Daniel, vous la voyez, docteur Flo, Oui, qui nous dit pourquoi mon mal de dos est plus aigu quand j'éternue ou je trébuche. bah, c'est encore une bonne question qui, qui nécessiterait d'avoir un petit peu plus de précision sur l'environnement de ces douleurs. Mais globalement, éternuer et trébucher, c'est des gestes qui sont involontaires et qui peuvent être parfois brutaux. Donc je peux imaginer, mais alors c'est vraiment pas un diagnostic à poser, mais je peux imaginer que si vous êtes fragilisé au niveau du dos et que vous faites un diagnostic, un muscle, un mouvement un peu brusque, un peu brutal, inattendu, bah, ça force en fait sur un muscle qui est déjà fragilisé à la base. L'imaginer assez facilement. Mais bon, après, encore une fois, attention, je ne fais pas le tour de votre douleur simplement avec ce message et ma réponse. Donc, gardons la Oui. prudence de consulter si jamais vous sentez qu'il y a besoin, quoi. Il y a une autre question d'Anne, c'est l'arthrose peut-elle être une des causes du mal de dos? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Et oui, l'arthrose peut être une cause de mal de dos. C'est une des causes principales d'ailleurs, parce que l'arthrose, c'est une pathologie. Alors, l'arthrose, c'est une pathologie c'est les articulations qui s'abîment. Les articulations qui s'abîment, les pertes articulaires, on n'est pas capable de les compenser. On ne sait pas encore guérir de l'arthrose. Et c'est une pathologie qui est inflammatoire. Donc, c'est des douleurs qui vont se réveiller plutôt quand on est au repos, plutôt la nuit, qui vont nous gêner, qui vont être insomniantes et qui vont donner ce qu'on appelle un dérouillage matinal, c'est-à-dire le matin, quand on a de l'arthrose, on se lève, on est tout verrouillé. Et il faut du temps pour se mettre en marche. Et une fois qu'on arrive à se mettre en marche, après, ça va mieux. Et c'est encore une fois vicieux comme douleur parce que la douleur qui réveille la nuit, ben, comment vous dire qu'elle vous empêche de dormir, donc elle vous empêche de récupérer correctement, donc vous avez encore plus mal le lendemain, vous êtes fatigué parce que vous avez mal dormi, vous avez encore moins envie de bouger. Et c'est compliqué parce que l'arthrose, la seule et unique, encore une fois, alors la seule et unique, non, mais la plus efficace des solutions qu'on a à ce jour, c'est encore une fois le mouvement. Comme je disais, l'arthrose, c'est un phénomène qui est inéluctable. On commence à faire de l'arthrose à partir de 20 ans, hein. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est réservé à partir d'un certain âge. Dès qu'on a fini de grandir, globalement, on commence l'arthrose. On fonctionne comme ça. Donc ça, c'est quelque chose de normal. Et après, l'arthrose, on peut tout à fait vivre avec. Il y a des gens qui ont de l'arthrose dans toutes les articulations qui n'ont aucune douleur. Tout simplement parce qu'ils restent actifs, ils sont en mouvement, leurs muscles sont forts, leurs articulations sont renforcées par des muscles forts autour et du coup, ils ne souffrent pas de leur arthrose. Isabelle pose une question enfin, qui illustre parfaitement ce que vous dites, enfin, qui est la prolongation. Quels sont les exercices physiques qu'il est conseillé de faire en ce moment, à ce moment-là? Oui, tout dépend de Renforcer la son douleur. dos? Mm. Ouais, tout dépend de la douleur et tout dépend de l'endroit de la douleur. C'est pour ça que j'avais parlé de kinésithérapie tout à l'heure. Le kinésithérapeute, c'est le thérapeute du mouvement. Parce que c'est vraiment les spécialistes qui savent quel exercice vous devez faire pour renforcer ce muscle-là précis qu'ils ont identifié comme étant faible dans votre situation particulière. Donc sur les lombalgies, il y a des mouvements particuliers qui peuvent vous être conseillés, sur l'arthrose du genou, En fait, il faut faire un diagnostic pour savoir exactement quel exercice est nécessaire. Et ça, c'est vraiment l'expertise du kiné. Moi, j'ai eu moins d'expertise là-dedans. La rééducation, c'est moins mon domaine. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, etc. Mais du coup, on aime bien s'appuyer sur les kinés qui connaissent bien, qui maîtrisent bien ce genre de choses-là. On a parlé de lombalgie un petit peu et sur les traitements et comment le traiter. Peut-être on peut revenir sur la sciatique ou la cruralgie. Comment Mhm. on les soigne, entre guillemets? Alors, il y a plusieurs temps dans le soin en fait de la sciatalgie et de la lombalgie. Le premier des temps, c'est le temps de la douleur. C'est soigner le mal. Parce que globalement, la première des choses à faire, avant de dire aux gens, allez vous remettre en mouvement, allez faire du sport, et dans 2 mois, peut-être que ça ira mieux. Ouais, mais là, je souffre maintenant, j'ai besoin d'une solution maintenant. C'est ça qu'il faut. Mm. Donc, ce temps de la douleur-là, il est normalement en France beaucoup de moyens pour essayer de faire en sorte que les gens ne souffrent pas. Et c'est quand même vraiment la base pour moi de notre prise en charge, c'est d'essayer de soulager les douleurs quand même, avant tout. Donc, on a tout un panel de médicaments, notamment, et de techniques aussi, autres que médicamenteuses.
Je pense aux patchs avec des électrodes, je pense aux patchs de chaleur, je pense à ce genre de choses-là, aux crèmes anti-inflammatoires qu'on peut appliquer. On a tout un ensemble de médicaments et de techniques qui peuvent aider à soulager la douleur. On peut aussi parler des médecines complémentaires. On peut parler de l'hypnose pour soulager la douleur. On peut parler de l'acupuncture pour soulager la douleur. Il y a tout un ensemble de panels. Et je crois que quand on souffre, il faut se fermer aucune porte pour s'aider à se soulager cette douleur. Après, une fois qu'on a dit ça, soulager la douleur, c'est qu'un premier temps parce que ça ne règle pas le problème de fond. Les médicaments, l'hypnose, l'acupuncture, les patchs, les électrodes, tout ça, ça soulage la douleur, mais ça ne traite pas la maladie. Donc après, ben là, j'en renvoie à trouver la cause et traiter la cause. Donc si la cause c'est de l'arthrose, on se remet en mouvement. Si la cause c'est une hernie discale, par exemple, ben, parfois on a besoin de recourir à des chirurgies des hernies discales pour soulager les douleurs. Ça dépend vraiment de chacun. Ça se passe comment une chirurgie de hernie discale? Alors, c'est pareil, je suis pas chirurgien de, je suis pas chirurgien du Non. dos, mais globalement, la hernie discale, c'est une. Alors, entre deux vertèbres, vous avez un disque au centre qui est rond et qui est un corps visqueux qui sert à amortir les chocs d'une vertèbre sur l'autre pendant qu'on bouge et qu'on vit, et qui sert à entraîner à ce que les vertèbres glissent les unes entre les autres pour que le dos soit mobile. Dans la hernie discale, vous avez le disque qui sort à l'extérieur, en fait, c'est censé rester rond entre les deux vertèbres, et il fait une saillie, il sort à l'extérieur, et cette saillie, elle génère une inflammation, et cette inflammation, elle appuie sur le nerf. Donc, il y a des chirurgies qui servent à supprimer, en fait, ces disques qui sont sortis, à les aspirer ou à les réintroduire, ou alors à souder les vertèbres entre elles pour que les disques ne sortent plus. Il y a tout un ensemble de chirurgies. La chirurgie, c'est un monde qui évolue beaucoup et il y a plein de techniques qui existent. Et c'est pareil, c'est adapté au cas par cas et adapté à la pratique de chaque chirurgien. Mais globalement, l'idée, c'est d'aller intervenir directement sur le site pour justement, en fait, soit de réduire, soit de supprimer ces hernies qui sont sorties. Anne qui pose une question, à partir de quand, quel moment doit-on venir consulter son rhumatologue plutôt que son généraliste? Alors, le rhumatologue, c'est un spécialiste de second recours. Donc, aujourd'hui en France, c'est un spécialiste qu'on ne va pas consulter directement soi-même. On ne se pose pas la question, en fait. Normalement, le système de santé français actuellement est organisé de manière à ce que si vous avez un problème, vous consultez votre généraliste. Et si votre généraliste a un problème, il vous envoie voir le rhumato. C'est comme ça qu'on doit fonctionner normalement. Alors après, il y a toujours des questions, les choses sont toujours en évolution. Là, j'ai vu que c'est pas plus tard qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a certains spécialistes qui ont demandé des motions et des adaptations de loi pour pouvoir avoir des accès directs. À ce jour, le rhumato est un praticien de second recours, donc c'est-à-dire que vous ne devriez pas avoir à vous poser cette question. C'est votre généraliste qui devrait se la poser au moment où il vous a en face de lui. Alors après, vous pouvez lui suggérer, lui dire est-ce que vous pensez que ça serait intéressant d'aller voir un rhumato. Moi, des fois, on me le suggère et puis je trouve que c'est pas le bon moment pour le patient, donc j'argumente avec la personne. Et puis des fois, c'est moi qui le suggère et c'est le patient qui trouve qu'il n'a pas envie d'y aller, donc du coup, j'argumente avec la personne. Donc voilà, c'est une discussion. Mais normalement, le médecin traitant, il est censé être un peu la pierre angulaire qui organise un peu tout ça. Ça serait à lui de déclencher la décision, normalement. Y aller directement aussi, ça nous expose à un remboursement moins important de la consultation. Oui, normalement, on n'est pas remboursé pareil parce qu'on ne respecte pas ce qui s'appelle le parcours de soins coordonnés. Voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les spécialistes de partout ont tellement des délais astronomiques pour obtenir des rendez-vous que d'eux-mêmes, en fait, ils refusent les gens qui viennent en accès direct parce qu'ils veulent se focaliser sur les personnes qui sont adressées par les médecins. Euh, sur le dos, on voulait aussi parler de l'ostéoporose. Oui, Alors, on peut ne pas savoir qu'on a de l'ostéoporose. C'est un bien mal sûr. souvent silencieux. Et Oui. est-ce que c'est seulement quand on a mal qu'on se rend compte qu'on a de Mais- l'ostéoporose et sinon, quelle prévention pour éviter d'en arriver là? Bah oui, bah même pas en fait, parce que l'ostéoporose ne fait pas mal, hein, en fait. L'ostéoporose, c'est une fragilisation des os. Et donc, en fait, le risque de l'ostéoporose, c'est la fracture. Parce que l'os, en fait, est moins minéralisé, il y a moins de calcium dans l'os. C'est ça l'ostéoporose. Et souvent, l'immense majorité des cas, on fait de l'ostéoporose et on ne s'en rend pas compte, effectivement, comme vous dites. Et donc, la seule manière de dépister si oui ou non on a de l'ostéoporose, c'est de faire une imagerie, c'est de faire un test qui s'appelle une ostéodensitométrie. Donc, l'ostéodensitométrie, c'est une technique d'imagerie médicale au cours de laquelle on va évaluer la densité minérale des os. On a des scores de référence. Et si on a une densité minérale trop pauvre dans certains os particuliers, on va considérer qu'on a soit une ostéopénie, ça veut dire j'en ai pas assez, mais je ne suis pas encore à l'ostéoporose, soit une ostéoporose, ça veut dire j'en manque vraiment. Souvent, l'ostéoporose s'est déclenchée de manière hormonale.
C'est une pathologie qui va exploser après la ménopause parce qu'il y a une chute hormonale qui est assez violente chez les femmes qui subissent la ménopause et parfois elles le ressentent, hein, la violence de la chute hormonale. Donc ça peut générer ça. Pareil avec l'âge et pareil chez l'homme. On ne le dit pas suffisamment, mais les hommes aussi sont sujets à l'ostéoporose, donc il faut qu'on pense aussi à se faire dépister. Et puis parfois, malheureusement, on découvre une ostéoporose parce qu'on s'est cassé un os. Alors, on a eu un traumatisme complètement banal. Je me suis cogné dans une pierre en marchant sur la route. Je ne suis même pas tombé. Depuis, j'ai super mal au pied. Je me fais une radio. Je me rends compte que j'ai une fracture. Comment c'est possible que je me sois fracturé le pied en ayant simplement fait un tout petit choc de rien du tout dans une pierre? Ah ben peut-être qu'on va aller faire une ostéoporose, monsieur, madame. Et en fait, on se rend compte que ben oui, vos os sont fragilisés. Donc c'est pour ça qu'ils ont cassé plus facilement. L'ostéoporose ne concerne pas forcément le dos, pas uniquement le dos, Pas uniquement le dos, tous les os. c'est tous les os qui sont Ouais, concernés. oui, oui, oui. Il y a une question de Martine, je ne sais pas si vous la voyez, docteur Oui, Flo. tous les combien est-il recommandé de faire une ostéodensitométrie? Après des fractures, c'est pas pareil, parce qu'en fait, tout dépend. C'est-à-dire que comme on a déjà eu des fractures, on est déjà dans une notion de prévention secondaire. On est déjà sur un organisme et un os qui est fragilisé. Donc, on peut être amené à demander des ostéodensitométries plus rapprochées que la population générale, parce qu'on a affaire à une personne déjà dite fragile, puisqu'elle a déjà eu des fractures. Donc typiquement, c'est pas impossible qu'on vous fasse faire vous faites une fracture, on vous fait une ostéodensitométrie, on vous donne un traitement pour l'ostéoporose et on vous demande de recontrôler l'ostéodensitométrie au bout de 6 mois parce qu'on se dit, je voudrais savoir si mon traitement est efficace. Ça, c'est tout à fait possible et c'est un cas particulier. Dans le cas général, on va conseiller de faire une ostéodensitométrie tous les 2 ans en moyenne pour vérifier, surtout si celle d'il y a 2 ans était normale. On en refait une au bout de 2 ans pour vérifier qu'elle est toujours normale. On peut redire que l'os, c'est un tissu vivant, c'est vivant, l'os. Tout à fait. Tout à fait, il se répare tout seul. Donc, quand vous vous fracturez, l'os, il se répare tout seul. Effectivement, oui, oui, il est vivant et il est en mouvement, mais c'est vrai que c'est du tissu vivant, mais c'est pas du tissu frais. C'est pour ça qu'on fait, là, nous, on appelle ça du tissu frais. La chair, c'est un tissu frais. Quand vous faites une plaie sur une chair, sur de la peau, ça va cicatriser en quelques jours parce que il y a un renouvellement cellulaire qui est plus important. C'est vrai que l'os, c'est un peu plus long. Une fracture, ça se cicatrise pas en quelques jours, ça met plusieurs semaines parce que c'est pas du tissu frais. Mais effectivement, vous avez raison, c'est vivant. Dans l'os, il y a des cellules qui se renouvellent, il y a des cellules qui meurent, il y a des connexions neuronales qui se font, il y a des cellules qui se fabriquent à l'intérieur de la moelle des os, puisque la moelle osseuse, elle permet de fabriquer tous les globules. Donc effectivement, c'est très 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 vivant comme tissu. C'est pour ça que marcher, enfin, tout permet aussi de renouveler, d'aider l'os à se renouveler. Oui, C'est- tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, on le garde en mouvement et que oui, on renforce à la fois le muscle en marchant, on renforce à la fois les attaches du muscle qui sont les ligaments et les tendons, et on renforce aussi l'os, bien entendu. Ouais. Alors, il y avait des questions. Doit-on passer par le Ah ouais. médecin pour aller faire l'ostéodensitométrie? Oui, il faut une ordonnance, il faut une prescription. C'est comme un examen d'imagerie, c'est comme une IRM ou comme une radio, ou comme une mammographie que vous allez faire. Donc c'est votre médecin qui doit vous la prescrire. Alors, je ne sais pas si vous voyez les questions du chat, hein. Ah oui, alors Docteur attendez, bougez Flo, pas. il y en a Hop. une nouvelle, c'est sur. J'en étais à est-ce normal qu'une sciatalgie persiste au bout d'un mois après 15 jours d'anti-inflammatoire, patch et exercice physique? Alors, est-ce que c'est normal? Oui, non, je ne sais pas vous dire. Ça arrive. Est-ce que c'est normal? Non, mais j'ai tendance à dire qu'une douleur, c'est pas normal de base. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nécessite de faire autre chose, d'aller plus loin, de pousser, ou peut-être d'attendre, ou peut-être, je ne sais pas exactement où vous en êtes dans le traitement de cette sciatalgie. Mais ce qui est sûr, c'est que si au bout d'un mois de sciatalgie, vous n'êtes pas confortable, il ne faut pas lâcher les trucs en se disant, bah, c'est bon, j'aurai mal toute ma vie. Non, il n'y a pas de fatalité pour moi, il faut continuer à chercher. Il y a Marilyn qui repose une question pour revenir sur l'ostéoporose, sur les traitements, les inconvénients. On en a beaucoup entendu parler. Peut-être ça serait bien de Oui, faire un petit point oui. là-dessus. Ça dé- Ouais, ça dépend des traitements. Il y a plein de traitements différents pour l'ostéoporose. Donc, chaque traitement a des effets secondaires, mais comme tous les médicaments, en fait, hein. Tous les traitements ont des effets secondaires. Les principaux qu'on retrouve, le premier traitement de l'ostéoporose, c'est la supplémentation en calcium et en vitamine D. Bon, là, j'ai envie de vous dire, les effets secondaires, il n'y en a pas franchement, quoi. Il n'y en a pas beaucoup de trucs. Donc après, c'est toujours pareil, hein. Quand on prend du calcium, on peut être à risque de faire, par exemple, des calculs. Si vous avez tendance à faire des calculs rénaux calciques, bah, si vous prenez une supplémentation en calcium, forcément, vous apportez plus de calcium, vous avez plus de risque de faire des calculs. Donc oui, il y a un effet secondaire, comme, encore une fois, dans tous les traitements, mais même le Doliprane a des effets secondaires. La question qu'il faut se poser, c'est pas la question de l'inconvénient du traitement, c'est la question de est-ce que l'inconvénient potentiel du traitement
est plus important ou moins important que les risques de ne pas prendre le traitement. C'est l'évaluation de la balance bénéfice-risque. Un des principaux effets secondaires des traitements de l'ostéoporose dont on se méfie, dont en fait c'est pas nous, c'est les dentistes qui s'en méfient, c'est ce qu'on appelle les ostéonécroses de la mâchoire, c'est-à-dire que c'est des pathologies de la mâchoire qui font que certains dentistes vont être réticents à vous faire des interventions dentaires si jamais vous avez certains types de traitements pour l'ostéoporose. Bon, ça, c'est pas le cas chez partout. De plus en plus, les dentistes, ils en reviennent de ces obligations-là. Il vaut mieux, je pense, en parler avec ces praticiens. De toute façon, quand on vous instaure un traitement, c'est légitime de demander au médecin qu'est-ce que je risque à prendre ce traitement et qu'est-ce que je risque à ne pas le prendre. Et c'est toujours cette évaluation-là qu'il faut avoir en tête. Et peut-être aussi toujours ne jamais omettre ces traitements quand on va voir un spécialiste, son dentiste, ou c'est important de Bien sûr, bien qu'il soit au bien sûr. clair sur tous les médicaments que l'on peut prendre. Moi, ça me renvoie toujours des questions à moi-même quand les gens prennent pas leur traitement. Soit je me dis, allez, je me fatigue pas, c'est les gens qui prennent pas leur traitement, tant pis pour eux. Soit je me pose la question de pourquoi le traitement que j'ai proposé il n'a pas été accepté. Est-ce que ça veut dire que je l'ai mal vendu, entre guillemets? Est-ce que ça veut dire que je l'ai mal expliqué? Est-ce que ça veut dire que j'ai proposé un traitement qui correspondait pas à la personne en présence? C'est intéressant de se poser ces questions-là aussi, nous, en tant que prescripteurs, de pas se dire que si les gens prennent pas leur traitement, bah, c'est leur faute et c'est tant pis pour eux. Parce que tout simplement, ben, quand on se met à la place des gens, il y a juste des traitements qui ne sont pas possibles d'être pris parce que ça implique des choses chez les gens qui nous paraissent bêtes pour nous, mais qui ne le sont pas pour eux. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le domaine, mais on a déjà dans d'autres webinaires parlé des statines, des médicaments pour le cholestérol. Bon, les médicaments pour le cholestérol, ils peuvent donner des douleurs musculaires. Et il y a des cardiologues qui vont vous dire, mais en fait, je préfère 1000 fois que vous ayez des douleurs musculaires plutôt que de mourir d'un infarctus, qui est évident comme raisonnement. Mais sauf que quand vous avez mal au muscle toute la journée à cause d'un médicament, ben, le premier réflexe que vous avez, c'est d'arrêter de le prendre. Et c'est normal, parce que tout simplement, vous n'avez pas envie d'avoir mal pour rien. Donc c'est toujours intéressant de se poser la question de pourquoi un traitement n'est pas pris. Et si juste vous n'avez pas compris pourquoi vous le prenez, ben moi je comprends que vous ne le preniez plus le traitement. En fait, vous avez besoin de comprendre. Et quand on comprend pourquoi c'est important, à ce moment-là, on le prend. Alors, on a une question aussi sur un autre traitement, c'est les Oui, infiltrations. Mais les oui, c'est vrai. infiltrations, il n'y a pas C'est qu'une vrai. infiltration, il y en a plusieurs Oui, types d'infiltration. et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Les infiltrations, c'est une technique qui consiste à aller directement avec une aiguille, la plupart du temps, sur le site où ça fait mal. Globalement, une infiltration dans le genou quand on a mal au genou, une infiltration dans le dos quand on a mal au dos, et d'aller en fait injecter directement sur le site. On le fait en étant guidé par de la radiographie, par de l'échographie ou par un scanner. Comme ça, on voit ce qu'on fait. On a une imagerie et en même temps, on plante une aiguille. Et on injecte directement sur le site où ça fait mal, en fait, un produit qui va nous soulager. En fonction du produit qu'on injecte, le résultat sera celui qu'on attend. Les premiers produits qu'on injecte en infiltration, ce sont des anti-inflammatoires. Donc en fait, ça revient à l'anti-inflammatoire que je prends par la bouche, c'est la même action, mais comme je l'injecte localement, ben, en fait, beaucoup plus efficace à l'endroit où j'ai besoin qu'il soit efficace. Donc ça marche mieux ou ça peut mieux marcher. Après, Et plus il faut garder à rapidement aussi. l'esprit, et plus rapidement aussi, bien entendu. Après, on garde à l'esprit, on l'a dit au début, l'anti-inflammatoire, c'est un médicament qui sert à soulager la douleur. Ce n'est pas un médicament qui soigne la pathologie. Et on a trop souvent tendance à penser que l'infiltration, c'est un traitement curatif et que c'est un traitement qui va nous soigner. J'ai mal au dos, je m'infiltre, j'aurai plus mal au dos. Et c'est souvent là où il y a des problématiques avec ce qu'on appelle les échecs de l'infiltration. C'est que, en fait, le but de mon infiltration, c'est pas de me guérir ma pathologie du dos. C'est de me soulager ma douleur pour ensuite pouvoir me guérir ma pathologie du dos. Je prends l'exemple le plus concret pour moi, c'est j'ai mal au dos. Je ne suis plus en mouvement à cause de ma douleur de dos, donc j'ai mal au dos, donc je bouge moins, donc j'ai mal au dos, donc je bouge moins. Pour sortir de cette spirale, j'ai besoin de bouger. Sauf que je ne peux pas bouger parce que j'ai mal. Comment je fais? Eh bien, les médicaments et l'infiltration, ça va me permettre de lever ma douleur. Grâce à l'infiltration, j'ai plus mal. Mais derrière, si je ne me remets pas à bouger, ben en fait, quand mon infiltration elle ne marchera plus, je vais avoir mal, puisqu'il n'y a pas de raison que mon dos soit guéri, puisque je ne l'ai pas soigné. Donc j'infiltre, ça me soulage. Grâce à ça, je peux aller voir mon kiné, je peux renforcer mon muscle, et là, je sors de mon processus de douleur parce que je me remets en mouvement. Et là, j'ai eu une infiltration qui a été efficace, mais parce qu'en fait, elle a permis de faire le bon traitement qui est le mouvement. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et Typiquement, combien dure l'effet de l'infiltration? Martine, elle pose la question, elle est très intéressante. Ben, en fait, ça rejoint ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si on fait juste une infiltration qui va nous soulager pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais que derrière on se remet à pas bouger et qu'on reprend du poids, ben en fait, l'effet va être court parce que tout simplement, on n'aura pas fait ce qu'il faut derrière. donc, euh,
La question aussi de Martine, c'était peut-on l'injecter du cartilage dans les articulations? Alors, C'est du c'est cartilage, on ne sait pas encore faire. Ouais, Hum. du cartilage, on ne sait pas encore faire parce que c'est des produits vivants, comme vous avez dit. On n'a pas encore développé les biolaboratoires nécessaires à fabriquer des cellules autonomes. On ne sait pas encore faire ça. J'ai presque envie de dire heureusement parce que on est vraiment de la science-fiction. On y arrivera un jour, je pense, mais alors ça voudra dire c'est la porte ouverte à fabriquer un humain de toutes pièces. Donc on va loin. Mais par contre, on sait fabriquer des produits ou récupérer des produits effectivement qui peuvent faire un peu le job, faire un peu le office de. On a des infiltrations qu'on appelle de visco-supplémentation, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On rajoute du produit visqueux à l'intérieur du genou pour pouvoir effectivement faire un peu l'office du cartilage naturel. On a des supplémentations, ce qu'on appelle la technique du PRPP, c'est quand on injecte des concentrés plaquettaires. Donc en fait, on prend du tissu vivant, on le technique en laboratoire et on l'injecte. À ce jour, tous ces produits qu'on est capable d'injecter ne sont pas capables de refaire le travail du cartilage comme ils le faisaient initialement. On n'est pas capable de développer un tissu qui s'auto-alimente tout seul et qui va refabriquer du cartilage lui-même. Donc ça reste tout ça que pour l'instant des solutions qui sont temporaires. Et c'est des solutions qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, Il y en a que oui. ces actes, ouais, et qui sont proposés par les rhumatologues aussi, ou les médecins. Généralement, généralement soit les rhumatos, soit les radiologues qui font ça. Il y a certains généralistes qui savent faire des infiltrations au cabinet, qui peuvent le faire aussi. Enfin, après, c'est globalement tout médecin qui sait faire, quoi. D'accord. Euh, donc on peut encore avoir mal. Mais oui, mauvaise nouvelle, on peut encore avoir mal, non? Est-ce que vous répondrez à Martine? À la deuxième question? Bah, ce que je répondrais, c'est que si on a encore mal, il faut continuer à chercher une solution en fait. Ouais. C'est que oui, on peut encore avoir mal, bien entendu, mais que en fait, on peut pas tolérer de vivre avec de la douleur en disant juste on n'a pas de réponse. Et on en a hein, des gens qui vivent dans la douleur en permanence, et c'est utopique de dire qu'on va trouver une solution à chacun. Mais en fait, il faut continuer à chercher. Si vous avez mal, il faut qu'on vous trouve une solution pour ne plus avoir mal. Qu'elle vienne On de peut- vous ou qu'elle vienne d'un autre. les infiltrations, c'est moins, il y a moins d'effets secondaires que les anti-inflammatoires par voie orale. C'est pas les mêmes effets secondaires. C'est pas Mm. les mêmes, il n'y a pas de passage systémique, il y a des effets secondaires qui sont plus locaux, il y a des risques parce qu'on injecte un produit avec une aiguille, il y a, voilà, c'est pas les mêmes techniques. Même si c'est le même produit qu'on injecte, comme la technique n'est pas la même, forcément l'effet sera différent. Et on injecte dans le cartilage, on injecte où? Alors généralement, Dans une les infiltration muscles. d'anti-inflammatoire, on va l'injecter autour de la zone inflammée. Et on va le laisser diffuser gentiment et aller se répandre en fait dans la zone naturellement. Et les effets ne vont pas être dans l'heure. Il faut, Non, non, il faut voilà, attendre généralement quelques jours à quelques semaines avant que ça agisse complètement. d'accord. Donc, de ne pas se décourager si au bout de 2, 3 jours, on n'a pas d'amélioration. Non, d'autant que généralement, quand on en arrive à infiltrer, c'est que ça fait quand même longtemps qu'on a mal, malheureusement. Donc, non, non, il ne faut pas se décourager. Et il faut rester dans ce processus de recherche de solutions toujours. Donc, les infiltrations, ça marche aussi pour, là, on a parlé du genou, mais ça peut Oui, marcher pour les maux de dos. oui, tout à fait. Euh, pour quelle pathologie on va faire une infiltration Bah, typiquement, les lombalgies, les sciatalgies, les cruralgies dont on a parlé tout à l'heure, d'accord. ça peut être des bonnes candidates pour l'infiltration. Tout dépend de l'évolution de la douleur, tout dépend de l'histoire naturelle de la pathologie de la personne. Voilà, moi je vais pas généralement, dès que quelqu'un vient parce qu'il a mal au dos, lui dire allez hop, on va vous infiltrer, passez par Voilà. ici. Et voilà, c'est un processus qui a été réfléchi, c'est un chaînon de la chaîne thérapeutique qui est mise en place dans l'histoire thérapeutique du patient, quoi. Les épaules, les Euh, coudes, les mains, oui, on peut oui, infiltrer tout ça. d'accord. Donc, je pense qu'on a un petit peu vu à peu près toutes les pathologies de dos. La kiné, son kiné, c'est à pas zapper, hein, c'est un allié Ah oui, pour se refaire une santé du dos. moi, c'est mon premier recours, le kiné, en général. Je dis à mes patients, d'abord, vous allez voir le kiné, après, on réfléchit. Et tout simplement parce que c'est des professionnels de santé qui savent ce qu'ils font, qui ont une expertise, qui peuvent évaluer, qui peuvent mettre en place des choses. Et déjà, je pense qu'il y a une immense majorité des maux de dos qui pourraient déjà être soulagés juste par de la bonne prise en charge de kinésithérapie. Et c'est pas la peine d'aller plus loin. Quand on peut éviter de prendre un médicament,
Si un kiné peut juste en vous expliquant comment bouger, vous empêcher de prendre des médicaments, je trouve ça génial, moi. Mm. Être assidu aussi dans les exercices qu'il nous propose, c'est important pour se refaire une musculature et qui va nous permettre d'avoir les bonnes postures. Bien sûr, on en revient à l'histoire de se remettre en mouvement, en fait, hein, tout simplement, hein, Ouais. si on est bien dans le cas où la douleur est due à la sédentarité. Ouais. On parle aussi de l'importance du stress dans le mal de dos. Oui, Est-ce qu'il intervient beaucoup aussi? bien sûr. Le stress, c'est un modulateur de la douleur. Donc, quand on est fatigué, forcément, la douleur, elle n'est pas ressentie de la même manière. Je donne toujours un exemple tout bête. Si je vous fais ça un matin où vous êtes bien en forme, bien réveillé, où vous venez d'apprendre la meilleure nouvelle de votre vie, vous allez me dire, bah, ok, tu m'as fait une petite caresse du bras. Si je vous fais la même chose alors que vous venez de passer une nuit blanche et que vous venez d'apprendre qu'il y a eu une catastrophe dans votre vie, mais en fait, le ressenti de cette stimulation négative va pas du tout être le même. Et en fait, le stress, c'est un modulateur de tout ça. Donc, c'est forcément quelque chose qui est délétère dans ce genre de pathologie. Alors, un petit peu les dernières questions. Y a-t-il des médicaments à éviter en cas de crise inflammatoire? Des aliments. Y a-t-il des aliments à éviter en cas de crise inflammatoire? Il y a tout un courant là de micronutrition qui parlerait d'alimentation anti-inflammatoire. Je suis pas encore très à l'aise avec ces notions-là. C'est des notions qui sont assez nouvelles. C'est des notions qui m'ont pas été enseignées moi. J'ai pas fait de formation là-dessus, donc je suis encore un peu en expectative là-dessus. Donc pour l'instant, je suis pas trop à vendre de l'alimentation anti-inflammatoire entre guillemets. De l'alimentation équilibrée, oui. Est-ce que le mécanisme qui fait qu'on est mieux quand on mange mieux, c'est qu'il y a des molécules alimentaires pro-inflammatoires et anti-inflammatoires? Je ne suis pas complètement sûr de ça, donc je m'y avancerai pas. Mais bon, comme je vous disais, quand on a mal, c'est des pistes à pas négliger. Si vous me dites je souffre depuis 10 ans, j'ai arrêté de boire du lait et je souffre plus, je vais pas comprendre pourquoi, mais je vais vous dire vous souffrez plus, c'est ce qui compte. Vous voyez ce que je veux dire? Après, le reste, c'est secondaire, quoi. Avant de se quitter, parce qu'on a bientôt fini, une dernière question de Marilyn. Oui. Le Oui. glaucome est-il une contre-indication à infiltration en cas de sciatalgie? Là, comme ça, je voudrais pas vous dire de bêtises. J'aurais tendance à dire non. Tout dépend de ce qu'on infiltre, dans quel cas. Mais dans tous les cas, s'il y a une indication qui se pose, les contre-indications, elles sont demandées, elles sont traitées avec votre médecin traitant. Euh, je- Deux autres questions Oui, voilà. Une douleur dans l'épaule gauche peut-elle être due au fait de marcher avec une canne dans la main droite? bien sûr que oui. Parce que ça peut vous déséquilibrer tout simplement, ça peut vous en fait faire avoir des postures qui sont un petit peu vicieuses. Le fait de marcher sur une canne, ça va vous déséquilibrer. Alors généralement, on va penser naturellement qu'on va avoir mal ailleurs avant d'avoir mal à l'épaule gauche, mais en soi, en fait, même sans canne, si vous vous mettez à marcher comme ça tout le temps, ben, vous vous appuyez sur l'épaule droite et en contrepartie, vous contractez l'épaule gauche pour compenser en fait l'appui et ça peut effectivement déclencher des tendinites ou des choses comme ça. Donc oui, c'est à explorer. Et on va prendre une dernière question d'Anne-Marie. Non, alors, c'est pas Anne-Marie. Je la vois plus. Ah oui, c'est une question qui est assez récurrente. Faut-il parfois porter une ceinture lombaire? Alors, moi, je ne suis pas un grand fan de la ceinture lombaire, en ça que, ben, on l'a dit depuis le début, hein, pour lutter contre le mal de dos, la base, c'est de se remettre en mouvement et c'est de bouger, c'est de faire bouger son dos. Et la ceinture lombaire, elle fait l'exact inverse, puisqu'en fait, elle va nous maintenir sans l'utilisation du muscle. Elle va soulager le muscle. Donc, à la phase initiale, mais très initiale, pendant quelques jours, pourquoi pas et encore. En pratique, moi, ce que je vois dans ma pratique courante, c'est que les gens me disent, j'ai mal au dos, je fais une activité qui me fait du mal à mon dos, donc je mets ma ceinture et je fais mon activité. Ben, en fait, on réfléchit à l'envers. Si je fais une activité qui est mauvaise pour mon dos, la bonne solution, c'est pas de mettre une ceinture pour pouvoir faire cette activité malgré tout. La bonne solution, c'est de ne pas faire cette activité, c'est de soigner mon dos, de le renforcer, et ensuite de revenir faire cette activité quand mon dos est capable de la faire, parce que du coup, là, c'est pertinent. Donc voilà, je suis assez critique avec les ceintures lombaires et c'est vrai que j'en prescris très rarement en pratique, moi. Ok, ben je vous remercie, docteur Flo, pour cette heure de conseil. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur le mal de dos, on a ce numéro qui est paru cet été sur le mal de dos dans notre temps santé et bien-être, qui est en vente dans la boutique si vous voulez avoir d'autres conseils
Vous pouvez le trouver sans problème. Sinon, en kiosque, ce trimestre, vous trouvez ce numéro de notre temps santé et bien-être qui est consacré au sucre. On fait le point un peu sur toutes ces choses qu'on dit aujourd'hui sur le sucre. On parle aussi de poumons, comment les protéger à l'entrée de l'hiver. On vous donne des idées pour choisir son yoga. Et là, c'est vraiment aussi un sport doux qui fait du bien au dos. Vous trouverez peut-être le yoga qu'il vous faut. Et nous parlons aussi de fatigue. Voilà, je vous remercie. Là, désolée, on s'arrête. On vous donne rendez-vous dans 3 mois, enfin plutôt mi-janvier pour le prochain webinaire d'hiver. Merci Avec encore grand à plaisir. tous. Merci, Docteur Merci de Flo. l'accueil, comme d'habitude, c'était super sympa. Voilà, nous, on est ravis de vous accueillir encore une fois et puis on vous retrouve l'année prochaine. Oui, Et eh ben là, oui, ben, très bonne fin d'année à voilà, tous. voilà, on vous dira un peu plus tard de quelle sera la prochaine thématique. Merci Ça beaucoup. marche. À bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir.